Mort avec. Elon Musk prévoit d'en créer des millions dès l'année prochaine. C'est la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. C'est la question du déclin radical et définitif, irréversible de la civilisation européenne qui est en jeu. Nos dirigeants ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. Mort avec. Il y a urgence absolue à avoir des cours d'enseignement de l'esprit critique. Politique aujourd'hui, que ce soit Macron, que ce soit Bayrou, ils n'y connaissent rien. Ils vous disent... on a tous peur un peu. Ouais. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et aujourd'hui on va regarder ensemble quelques extraits d'une vidéo de Luc Ferry. Alors pourquoi cette vidéo de Luc? C'est grâce à Catherine qui, suite à notre dernière vidéo, ouais c'est sûr que c'est mieux de l'avoir vue pour commencer celle-là, donc Catherine qui disait: Je viens de voir la dernière vidéo de Luc Ferry et il contredit ton analyse en disant qu'un robot peut déjà remplacer l'homme dans des tâches artisanales ou très manuelles. Alors, qui croire? Qui croire, Matt ou Luc? Luc Ferry, c'est qui? C'est un philosophe de salon. Honnêtement, j'en sais trop peu sur lui, si ce n'est qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, que je suis pas d'accord avec toutes ses idées, et que bien qu'imparfaite, il a quand même des positions intéressantes sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Petite sélection de quelques passages qui valent le détour. La vidéo complète est en description. Allez, c'est parti! Pour tous ceux qui doutent encore de ce que l'IA est un point de bascule, réellement un changement paradigmatique qui bouleversera nos vies et le monde. C'est la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité, je le dis très franchement, parce que les grandes révolutions industrielles n'attaquaient par exemple la vapeur, l'électricité, le moteur explosion, etc. Ça n'attaquait qu'un petit secteur, ou même un secteur assez large, mais ça n'attaquait pas tous les secteurs de la vie humaine. Et surtout, l'IA, elle défie l'humanité dans ce qu'elle avait de spécifique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence et le langage. Ce qui me frappe, c'est que très souvent, les gens continuent à rigoler, ils se marrent et ils se disent, parce qu'ils ont essayé des versions très anciennes de ChatGPT, par exemple, ou d'autres, ou même quelquefois des faux ChatGPT, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, ils rigolent. Il y en a encore un hier, un prof d'histoire qui me disait, oh oui, mais moi, je l'ai essayé, attends, mais c'est plein d'erreurs, etc. Je lui dis, mais quelle version vous prenez? Mais il me dit, quoi, il y a plusieurs versions. Je lui dis, mais monsieur, si vous utilisez un faux ou une version ChatGPT 2 par rapport à l'abonnement à ChatGPT 4, c'est comme une de chevaux par rapport à une Formule 1. Voilà. Et donc, par exemple, le 4 aujourd'hui, quand vous êtes abonné, il fait plus d'erreurs, quasiment plus. Moi, j'en trouve plus. J'ai demandé à ChatGPT qu'a fait Victor Hugo d'important entre les journées de juillet 1830 et puis 1848. Mais les réponses sont parfaites. Si vous cherchez la différence entre la machine et l'humain, il est là. C'est-à-dire que la machine est 1 milliard de fois plus savante que moi, plus cultivée que moi, parce qu'elle a les 15 millions de la bibliothèque du Congrès. Voilà. Elle sait tout. Elle a des milliards de documents, de livres, d'œuvres d'art, d'émissions de télé, d'articles de journaux. Elle en a des milliards, pas des millions, des milliards. Et donc, elle est infiniment plus cultivée que n'importe quel humain. Et elle a des algorithmes qui permettent d'utiliser ces milliards de données de manière très intelligente. Alors ici, petite précision. Ce sont des liaisons entre les neurones artificiels qui ont été plus ou moins renforcées suite à l'entraînement de l'IA. Donc un GPT, un Grok, un Le Chat, un Claude, c'est vraiment comme un genre de cerveau artificiel qui a appris. Par exemple, un élève qui apprend en lisant des livres, c'est pas pour autant qu'il peut réciter l'intégralité des livres par cœur. C'est pareil pour une IA de type LLM. C'est pas parce qu'elle a été entraînée sur des milliards de données qu'elle peut restituer telles quelles toutes ces données. Mais il n'empêche qu'elles ont tout de même engrangé une quantité phénoménale de connaissances. Et en plus de ça, aujourd'hui, la plupart des LLM peuvent aller chercher d'autres informations sur Internet pour aller au-delà des informations qu'ils ont appris pendant leur entraînement. Moi, je suis dans des groupes d'ingénieurs parce que je travaille sur le plan scientifique. Hein. Moi, les petits philosophes qui écrivent des livres sur l'IA sans rien y connaître, ça me fait rigoler. Bon, il faut un philosophe pour dire ça. L'IA est absolument géniale. Elle va sauver des millions de vies. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Donc, je reviens sur le fond. Voilà, il y a un débat qui est peut-être le plus important. Presque tous les chercheurs en IA confondent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généraliste, AGI en anglais, avec l'IA forte. L'IA forte, c'est quelque chose, c'est un cran de plus. L'IA forte, ce serait une IA qui serait vraiment consciente et qui aurait des émotions, donc une post-humanité qui serait d'ailleurs immortelle, puisqu'elle serait incarnée, si je puis dire, sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, pas biologique. Eux, ils y croient tous, hein. Tous mes copains y croient, tous. Ingénieurs.
ingénieurs, scientifiques. Donc matérialistes aussi. Matérialistes, voilà, c'est exactement ça. Ils sont matérialistes. Et au fond, ce qu'ils me disent, c'est « Mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine ? Toi aussi, tu es une machine. Donc si tu es conscient et que tu as des émotions, comme tu es, par exemple, les connexions entre tes neurones, c'est que de l'électricité. Donc tu es une machine et nous réussirons un jour à fabriquer une machine qui sera donc autonome. Je reviens à votre question, pardon, mais un peu sinueux, le détour, mais c'est pour aller à l'essentiel. Une machine qui sera autonome parce qu'elle aura la conscience des émotions et là, elle aura son propre agenda. Et la personne qui était dans le fauteuil en face de vous était Jacques Attali qui me dit « Nous serons capables bientôt d'avoir une application capable de faire la distinction entre ce qui est fake news et ce qui ne l'est pas. » Dans l'éducation nationale, à l'université, les logiciels de détection des plagiats sont complètement mauvais. Ils sont incapables de voir si un mémoire de master a été fait par ChatGPT ou pas. Parce que ChatGPT répond jamais 2 fois exactement de la même manière. Et puis après, si l'étudiant n'est pas totalement idiot, une fois qu'on lui a fait son mémoire de maîtrise, il va changer les phrases, il va réorganiser un peu les choses. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont montré ça. Ils font leur mémoire de maîtrise de 80-90 pages. Ils les font en 48 heures. J'ai mis 1 an à faire mes maîtrises. Eux, ils les font en 48 heures avec ChatGPT. Et c'est indétectable. Hein. Il faut mettre quelques fautes d'orthographe. C'est ce que je dis à mes étudiants. Mettez quand même quelques fautes d'orthographe parce que la vraie différence avec vous, c'est que ChatGPT n'en fait pas. N'en fait plus. Les ordinateurs sont incroyablement plus puissants puisque maintenant on est à 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. On ne peut même pas se représenter ce que c'est. Bon. Et puis c'est surtout ce qu'on appelle en bon français le training. C'est-à-dire l'entraînement se fait aujourd'hui non pas sur des millions de données, mais sur des milliards de données. Et donc on a des machines qui deviennent incroyablement performantes. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand à ChatGPT. Il l'a fait en 6 minutes. J'étais traducteur professionnel. Il a été lent, ou elle a été lente. 6 minutes. 6 minutes, voilà. C'est poussé. 50 pages. Et j'ai pas une virgule à changer. Même sur les blagues, même sur les nuances, c'est absolument parfait. Le métier de traducteur est mort de chez mort, voyez. Et donc c'est ça. Parce que il y a un économiste très célèbre en France qui enseigne juste à côté d'ici, au Collège de France, qui est un des plus grands économistes français, qui dit que ça aura peu d'impact sur l'emploi parce que seuls les métiers entièrement automatisables seront remplacés. Mais c'était vrai il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est complètement faux. Le métier de traducteur n'est pas un métier entièrement automatisable. Voilà. C'est pas, donc on ne peut pas dire ça, pas plus que le métier de radiologue ou de secrétaire dans un... Voilà. Et ça, c'est entièrement remplaçable. Voilà. La bonne nouvelle, quand on regarde ce qui s'est passé à 2 pas d'ici, à Notre-Dame de Paris, c'est que les compagnons, les artisans et les grands artisans, eux, peut-être ne seront pas remplacés. C'est-à-dire l'alliance entre l'intelligence et le savoir-faire et la main demeure peut-être la valeur où on se distinguera comme humain. J'ai dit exactement comme vous. J'ai fait des articles qui s'appelaient Tête, cœur, main. Ça, ce sera pas. Voilà, j'ai fait plusieurs articles qui s'appellent comme ça. Et en développant, et puis j'avais tort, voilà, parce que j'avais pas les robots humanoïdes Optimus d'Elon Musk n'étaient pas encore sortis. Maintenant, vous avez des robots humanoïdes qui passent le paradoxe de Moravec, donc qui ont plus de sensibilité au bout des doigts ou dans les bras qu'un être humain, et vous leur rentrez dans la tête le QI d'un polytechnicien doublé d'un agrégé de philo, de biologie, d'histoire et de mathématiques. Voilà. Et donc ces robots, il y avait un grand panneau sur un immeuble en construction. Les ouvriers du BTP, du bâtiment, avaient mis un grand panneau où c'était marqué « Hey, ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux finir l'immeuble ?» Sous-entendu. Voilà. Eh bien, si, il peut finir. Parce que les robots Optimus sont parfaitement capables de remplacer un ouvrier du BTP, donc des cols bleus. Alors non, clairement, en 2025, un robot comme Optimus ne peut pas parfaitement remplacer un ouvrier du BTP. On y viendra peut-être, en 2030, en 2040. Peu importe la date exacte. Quand ça arrivera, ça bouleversera tout. Mais aujourd'hui, dire que c'est déjà le cas, c'est juste faux. Que les robots Optimus sont parfaitement capables de remplacer un ouvrier du BTP. Il y a eu un livre de Daniel Susskind, vous vous souvenez, qui s'appelle « La fin du travail », donc chercheur à Oxford. Et ce Daniel Susskind, moi j'ai lu son livre, je trouvais ça très bien. Il dit voilà, ça va attaquer les cols blancs, les géomètres, les experts comptables, les radiologues, etc. Bon, très bien. Mais les cols bleus, on dit tous les deux la même chose, tête, cœur, main, ça le cuisinier, etc.,
l'ouvrier du bâtiment, l'artisan, ça durera. Mais non, ces robots-là, on les avait pas vus venir et ils sont capables encore une fois, de renvoyer, d'ailleurs, le lapsus, parce que je pense évidemment au remplacement, de remplacer en tout cas un ouvrier du bâtiment. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, pour Optimus particulièrement, casser un œuf était un défi colossal. Et Elon Musk disait, on n'a jamais imaginé à quel point la main est une machine complexe et le robot, particulièrement pour les mains, c'est ce qui avait de plus difficile. Voilà. Or, on serait arrivé bien au-delà, oui. Ouais. C'est le fameux paradoxe de Moravec. Alors là, le gars, Stéphane, il s'appelle Stéphane, parle de la sensibilité des mains des robots. Et Luc balance direct qu'Optimus a une dextérité qui va bien au-delà, bien au-delà, de celle des humains. Sérieusement ? Non. Optimus, c'est encore très loin de ça. Luc exagère complètement, encore une fois. Reprenons. C'est le fameux paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, donc était lui-même un chercheur, ingénieur en IA, ça consistait à dire que le robot était capable de faire des choses très très difficiles, impossibles pour nous, transporter des poids lourds, etc. Mais qu'il était incapable de lasser ses chaussures ou de casser un œuf pour faire un œuf sur le plat, et donc incapable de faire des choses qu'un enfant de 5 ans est capable de faire. Mais c'est fini. J'ai des amis qui construisent des robots infirmières, qui sont capables de vous piquer le derrière de manière plus délicate qu'un être humain, voilà. Et donc c'est fini ça. Alors oui, il existe des robots capables de faire une injection ou un prélèvement. Et c'est pas nouveau, mais appeler ça un robot infirmière, faut pas pousser, hein. J'imagine que vous l'avez déjà remarqué, mais une infirmière, c'est pas juste une seringue sur pattes, hein. Une infirmière, ça fait 1000 autres tâches, du soin à l'écoute. Bref, le robot infirmière, on en est loin. Des robots infirmières. Et donc c'est fini, ça. C'est pour ça que moi, je suis obligé de reconnaître que je me suis trompé. Alors, c'est pas entièrement faux. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main seront moins facilement et moins rapidement remplacés que les autres. Sinon, mais ils le seront quand même. Sinon, peut-être qu'on voudra valoriser justement ce travail humainement bien fait, disons les choses comme ça. Oui, c'est possible, mais après ça, ce sera presque une question de choix, parce que, par exemple, est-ce que vous avez envie d'être servi à table par un robot ? C'est pas forcé. Moi, j'aime bien quand je vais déjeuner dans les restaurants où j'ai mes habitudes, j'aime bien que ce soit un être humain que je retrouve, qui me connaît, on blague, on se parle tous les deux, on se demande des nouvelles avec le serveur, voilà. J'aime bien quand c'est un humain qui me sert, parce qu'on est des animaux sociaux, c'est clair. Les relations humaines sont essentielles. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer à se faire servir par des humains ? C'est une vraie question, hein. Un gars m'a dit en commentaire « Tu veux pas faire tes tâches ménagères ? Eh bien, emploie quelqu'un qui le fera. Quand avez-vous perdu votre humanité ?» Mais est-ce que c'est vraiment plus éthique ? Moi qu'un robot trie mes déchets, nettoie mes chiottes, ou plus tard me nettoie le cul, à la limite, je préfère que ce soit un robot qui le fasse plutôt qu'un humain. J'ai pas envie d'infliger ça à quelqu'un d'autre. Donc oui, je dis un grand oui au robot pour effectuer les tâches ingrates. Mais évidemment, ça pose la question du chômage, de la redistribution, du lien social, et ça, faut pas l'ignorer. Mais le robot, là, regardez les robots d'Optimus, ils servent à table, ils sont capables de vous préparer une caipirinha ou un mojito quand vous rentrez chez vous le soir. Ils peuvent faire les devoirs des enfants, ils vont faire les courses. Sérieux, Luc ? T'en connais, toi, des gens avec un Optimus qui fait les courses, les cocktails et les devoirs ? Bah non, t'en connais pas. Et pourquoi ? Parce que Optimus est encore incapable de réaliser ce genre de tâches. Mais comme il le dit très bien lui-même... Et encore une fois, il faut toujours réfléchir à ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Vous voyez, parce qu'on est au tout début de cette révolution. Sam Altman a déclaré, donc le patron d'OpenAI qui a inventé ChatGPT, a déclaré que dans la décennie qui vient, on verrait apparaître des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain. Voilà. Et il a raison, donc il faut l'écouter. Et donc, moi, c'est la première partie de mon livre. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui seront remplacées ? Et qui le seront plus tôt que tard. Évidemment. Sam Altman, tous ces gens-là, Sam Altman, Zuckerberg, Elon Musk, ils sont tous pour ce qu'on appelle le RUB, le revenu universel de base, l'allocation universelle. Mais Sam Altman, vous avez vu ça, vient de financer pendant 2 ans une étude sur le RUB où il a payé $2000 par mois des chômeurs américains à ne pas chercher d'autre travail, de boulot et à rester chez eux et à faire ce qu'ils voulaient. Catastrophe absolue. Ah oui, alcoolisme, suicide. C'est le sens de la vie. Mais bien sûr. Antidépresseurs, suicide, alcoolisme. Voilà. Et donc, parce que, quand vous n'êtes pas inséré dans un tissu social, et en plus, quand vous n'accomplissez aucune tâche d'utilité, vous perdez l'estime de soi. Catastrophe absolue. Bon alors les gens, là c'est le gros morceau. Timecode si ça vous saoule, mais je trouve ça super important. Évidemment qu'il faut des gens pour faire tourner la société.
Et évidemment qu'il existe des métiers utiles, gratifiants, épanouissants. Et tant mieux pour toi si tu t'éclates dans le tien, franchement, je te le souhaite même. Hein. Alors oui, perdre son boulot peut faire mal. Tu peux perdre confiance, te sentir inutile, te couper du tissu social. Ok. Mais faut pas tout mélanger. On travaille parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. On ne vit pas pour travailler, bordel. Et j'entends trop souvent, à la retraite les gens dépriment. Et j'ai même entendu des jeunes récemment me demander, mais qu'est-ce qu'on fera s'il n'y avait plus de travail ? Je vous assure les gens, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait plus de travail ? Sérieusement ? T'as pas la réponse à ça ? Bah on lirait, on jouerait, on créerait. Du sport, des repas, des apéros, des balades, des jeux, des câlins. On pourrait aller au théâtre, interpréter une pièce, écouter ou jouer de la musique, s'abreuver de culture et de découverte. On pourrait vivre pour apprendre, explorer, partager. Que cette question se pose encore aujourd'hui montre à quel point on est conditionné. Comme si sans travail, il n'y avait plus de sens à la vie. C'est le sens de la vie. Mais bien sûr. Sérieux ? Non, le travail n'est pas le sens de la vie. Et si certains de nos aînés souffrent d'une profonde solitude, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne bossent plus, c'est parce que les autres autour d'eux bossent encore en fait. Si on travaillait moins, on aurait plus de temps pour eux, pour nos proches, pour nos liens humains. Alors oui, le travail est encore nécessaire aujourd'hui, c'est une certitude, mais arrêtons de le sacraliser. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de nos vies. Ferry et Alexandre, eux, parlent uniquement de l'expérimentation d'Altman, comme si c'était la seule, alors qu'il y en a eu plein d'autres des expérimentations dans le genre. Et ce qu'on voit, globalement, c'est que quand on réduit le temps de travail, ou qu'on teste un revenu universel bien pensé, bah ça marche. Les gens vont mieux. Parfois ça booste même la productivité, étrangement. Oui, je répète, réduire le temps de travail peut booster la productivité. Dans certains cas, détends-toi. Hein. Et même l'étude d'Altman, qui a été effectuée sur des personnes à faible revenu, qui recevaient un salaire mensuel pendant 3 ans, et bah cette étude, elle semble avoir donné de meilleurs résultats que ce que Ferry et Alexandre en laissent entendre. L'état de la population à qui on a donné le revenu universel s'est dégradé. Plus de consommation d'alcool. Mettre les gens au revenu universel, ça dégrade la santé des gens, ça dégrade la santé psychique des gens. On voit ce qu'a donné son étude. Des résultats catastrophiques. Et ce qui est dingue quand même, c'est quand on lit la conclusion de l'étude, les réactions de Ferry et Alexandre sont littéralement abusées par rapport à ces conclusions. Catastrophe absolue. Antidépresseurs, suicide, alcoolisme. Voilà. Et si ça c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est. Bon, je me suis un peu emballé. Je sais que pour certains la valeur travail c'est sacré, presque religieux d'ailleurs parfois. Mais avant de me sauter la gorge, pesez mes arguments s'il vous plaît. Et si vous voulez me contredire, faites-le, hein. Mais avec des exemples concrets, des sources solides. Et j'en ai mis quelques-unes en description. Allez, c'est fini pour ce gros bloc, on reprend. Et donc, moi, dans mon livre, j'analyse ça. Et ce que je propose, moi, c'est moi qui ai fait en France le service civique pour les jeunes, mais moi, je veux faire un service civique pour les adultes. Je vous donne un exemple. Parce qu'on va être caduque d'une certaine façon, comme... Mais beaucoup de gens seront caduques, oui. Ouais. Obsolète. Obsolète, voilà. Le mot est terrible. Mais alors, je vous pose une question toute simple. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, oui. puis je ne dirais pas chez ceux qui nous gouvernent, mais ceux qui nous vendent des trucs, par exemple, de faire en sorte justement qu'on ne pense pas pour nous-mêmes, que l'on laisse à d'autres ce fardeau et qu'on soit parfaitement manipulable? Alors, et je vous ai vu faire une grimace horrible. Oui, parce que je pensais à un sondage de l'IFOP qui était relativement récent, qui a 2 ans, et qui indiquait que 8 Français sur 10 croient en une fake news complotiste ou autre, voilà, qui sont anti-vax ou climato-sceptiques, mais beaucoup d'autres, c'est les plus connus. Et ça, évidemment, c'est très inquiétant. Mais si j'étais encore ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation, ce serait mon sujet numéro 1. Je suis d'ailleurs allé voir Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, pour lui en parler. Il y a urgence absolue à avoir des cours d'enseignement de l'esprit critique. Oh oui, là je te rejoins à 100%, Luc. Formons-nous à l'esprit critique. L'esprit critique, c'est ce qui te rend curieux, libre, lucide. Une méthode pour penser par toi-même, pour déjouer les manipulations. Même celle de ton propre cerveau. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus avec les copains sur notre chaîne secondaire. Elle est super cool, allez la voir. Non, franchement, elle est sympa. Et si vous voulez creuser, je vous laisse les grands noms de l'esprit critique sur le YouTube francophone en description. Il y a urgence absolue à avoir des cours d'enseignement de l'esprit critique. Parce qu'on va rentrer dans un monde avec les deepfakes et avec les jumeaux numériques où on sera totalement incapable d'être absolument certain de la différence entre le vrai et le faux.
Moi, j'ai plein de deepfakes dans mon portable, dans mon smartphone. J'en ai montré quelques-unes qui sont magnifiques, qui sont indétectables aujourd'hui. Je peux faire croire que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous avez mis votre argent en Suisse ou n'importe quoi. Et donc, il y a une vidéo en ce moment de Mélanie qui tourne partout et qui pulvérise Macron devant un public soi-disant d'Africains. Voilà. Et c'est une deepfake. Voilà. Je pense que c'est la première chose dont on doit s'occuper aujourd'hui s'il s'agit de réguler sur le plan juridique, politique et éthique l'IA. Et ça va changer aussi très, très le droit. grave. Ça va changer le droit. Bien sûr. Parce que des preuves pourront être presque créées de toutes pièces. Il deviendra difficile de les croire. Sinon, nous pourrons conditionner des témoins. Exactement. Qui penseront avoir vu quelque chose. Exactement. Et en plus, il y a une expérience qui vient d'être faite sur les capacités de persuasion qui sont celles de l'IA par rapport aux humains. Ça a été fait à l'EPFL, à l'École Polytechnique de Lausanne. Et le résultat est assez inquiétant. L'IA étant très empathique quand elle est bien... c'est pareil, elle est codée comme ça, elle est programmée comme ça. Elle est très empathique, elle est très douce, donc au lieu de se fâcher quand quelqu'un dit des bêtises, elle essaie de le convaincre, et elle est considérée aujourd'hui par les gens par les humains qui ont fait ces tests comme plus persuasif que les humains. Il est très possible qu'on rentre dans un monde où le penser par soi-même devienne extraordinairement difficile, et c'est pour ça qu'encore une fois, si j'étais ministre de l'Éducation, ce serait ma préoccupation principale. Et je lèverais évidemment d'urgence l'anonymat sur les réseaux sociaux et qu'on assume ses propos, voilà, parce que c'est gravissime. Voilà, je pense il y a une jeune fille qui s'appelle Mila qui a reçu 70 000 menaces de mort et de viol et de torture abominables en quelques semaines parce qu'elle avait insulté une religion, l'islam, et c'est voilà, parce que les types qui sont planqués derrière leur ordinateur ou leur smartphone, ils se croient tout permis et ils ont raison, parce que bien sûr qu'on peut retrouver qui c'est, mais comme il y a des milliards de posts par jour, il faudrait des millions de flics ou de magistrats pour pouvoir trouver. L'intelligence artificielle flicarde. Oui. C'est la prochaine étape qui sera retrouvée et envoyer un Optimus à la maison pour arrêter. Mais pour l'instant, elle peut être très, 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 très manipulatrice et c'est la première chose dont il faut s'occuper quand même. Avec l'intelligence artificielle, il est possible aujourd'hui de rêver que, sauf peut-être pour la Chine, le dominion américain pourrait être total. Et donc, l'idée du multilatéralisme, l'idée du besoin d'avoir des alliés est bientôt un concept aussi caduc. Oui, je pense que c'est non seulement ce qu'ils pensent, mais c'est vrai. Je pense que le seul concurrent aujourd'hui des États-Unis, c'est la Chine. L'Europe, elle régule, mais elle n'innove pas. On a l'IA Act, on a le Digital Services Act, mais on régule des innovations qui ne sont pas les nôtres. Donc on est totalement en retard dans le domaine de la troisième révolution industrielle. Vous dites en retard et je ne sais même pas si l'expression s'applique. Ouais, voilà. C'est irrattrapable. Parce qu'un retard implique qu'on pourra un jour être au rendez-vous. Non, c'est quasiment inimaginable que l'Europe puisse rattraper. Là, Madame von der Leyen vient d'annoncer qu'elle allait investir, c'est grandiose, c'était magnifique, 56 millions d'euros dans l'IA. Milliards. Millions. Non mais attends, j'ai pleuré de rire quand j'ai entendu ça. J'ai cru qu'elle se foutait de nous. C'est dingue d'annoncer un truc aussi bête. Alors que Trump a dit je vais mettre 500 milliards. Voilà. Nous, c'est 56 millions. Mais l'UE est malade. Nos dirigeants ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. Vous voyez, on a un ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, je n'ai absolument rien contre lui, mais il était ministre du numérique l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a dit que ChatGPT est un perroquet approximatif. Ça veut dire qu'il n'a rien... Alors, il était ministre du numérique. Mais il met en danger son propre pays en le pensant s'il est aux manettes. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il ne connaît rien, n'a rien, alors que c'est son ministère. Voyez, alors qu'on a affaire, encore une fois, à une machine qui d'ores et déjà est des millions de fois plus cultivée que vous et moi réunis. Voilà. Et donc, en plus, il y a des algorithmes qui lui permettent d'utiliser ses connaissances de manière très intelligente. Et donc, et je le rappelle toujours, c'est un bébé. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, on a là un vrai problème, c'est que l'Union européenne est complètement dans les choux. J'ai fait toute une série de conférences auprès des militaires du plus haut niveau en France. Et donc, généraux, amiraux, c'est-à-dire...
et quelques colonels avec eux. D'ailleurs, ce sont des gens tout à fait remarquables. Et l'un d'entre eux me disait, il faudrait que la France investisse au moins 40 milliards, pas millions, d'euros dans les armes et dans la restructuration de l'armée pour que nous redevenions indépendants des États-Unis, car les États-Unis pourraient clouer l'armée française au sol en un quart d'heure. Voilà. Non, il n'y a même plus de combat, en fait. Non, voilà, c'est une soumission mais bien sûr. à l'intelligence artificielle dans le monde militaire. Oui, mais ce qui est incroyable chez Trump, c'est que, alors que, c'est pas un gamin, Trump, il a pas loin de 80 ans, mais il a compris ça. Et donc, alors que nous, on n'a toujours rien compris. Et nos politiques aujourd'hui, que ce soit Macron, que ce soit Bayrou, ils n'y connaissent rien. Voilà. Il faut que les Européens comprennent, il faut que nos politiques comprennent ça. C'est pas simplement une question d'économie et d'argent et de commerce, bien que ce soit aussi ça, mais c'est la question du déclin radical et définitif, irréversible de la civilisation européenne qui est en jeu. Or, la civilisation européenne, c'est quand même la civilisation qui, au XVIIIe siècle, a inventé la science moderne, mais qui a inventé la démocratie, les droits de l'homme, la liberté des femmes, enfin, 1000 choses qui sont quand même des choses auxquelles on peut être attaché. C'est ça qui risque de disparaître. C'est pour ça que j'ai publié ce livre très très pédagogique pour que les gens comprennent les enjeux du débat actuel au lieu de rigoler en utilisant des versions périmées de ces IA génératives et en croyant encore qu'elles font des erreurs qu'on appelle les hallucinations. Mais ce qui est quand même très, très inquiétant, c'est que sur cette question de l'IA, et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce livre de manière, encore une fois, en prenant tous les grands débats et de manière très pédagogique, en donnant chaque fois le point de vue pour, le point de vue contre, pour que nos dirigeants se réveillent. Et ça vaut pour les élites aussi bien intellectuelles que politiques, parce que les intellectuels ne sont pas du tout au niveau non plus. Mais j'ai l'impression même que la plupart des gens intelligents et interpellés par cette intelligence artificielle choisissent de ne pas voir. C'est une cécité absolument consentie. Écoutez, je fais vraiment des conférences très souvent sur ce sujet-là. L'autre jour, j'avais 700 personnes en face de moi, des chefs d'entreprise. Il y en avait 5 dans la salle qui étaient abonnés à ChatGPT. On paye en gros 25 € par mois. Bon. Donc, à chaque fois qu'ils évoquaient leurs expériences de l'IA, c'était avec des IA qui sont complètement dépassées. Entre ChatGPT 2 et l'actuel, il y a la même différence qu'entre une 2 chevaux et une Formule 1. Ça n'a rien à voir. Alors, ils continuent à se servir de modèles anciens en croyant qu'ils sont au courant de ce qui se passe alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà. Et en plus, très souvent, ils ne savent pas, par exemple, ce que c'est que la RAG, la récupération augmentée de génération, c'est-à-dire l'adaptation d'un LLM, d'un modèle de langage large à leur entreprise. Et je parlais tout à l'heure du grand remplacement donc des emplois. Et donc, Goldman Sachs a fait une étude disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés dans la décennie qui vient. Mais je parlais du métier de traducteur, qui est mort, vraiment mort. Mais ma fille travaille dans une entreprise à l'étranger, dans un pays moderne, dans lequel il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Il y a juste une personne qui vérifie le soir, qui corrige un peu avec les prompts, mais tout le courrier est fait. Or, secrétaire, c'est pas un métier entièrement automatisable. Et vous allez avoir cette année les assistants IA qui vont sortir, qui pourra organiser complètement tout ce que vous voulez pour vous, les voyages, les réservations d'hôtels, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui se profile dès cette année, sans que nos politiques et nos intellectuels, pour beaucoup d'entre eux, aient compris de quoi il s'agissait. Et j'ai encore, à chaque fois que je fais des conférences, des gens qui rigolent quand je parle des performances de l'IA. Alors, il y a aussi des très bonnes nouvelles, j'y reviens parce qu'il ne faut pas... Mais sur l'emploi, avant de sur parler l'emploi, c'est très grave. Je veux au moins aller jusqu'au bout de l'affaire. Oui, bien sûr, volontiers. Si vous aviez un garçon ou une fille de 10 ou 12 ans aujourd'hui, quelle serait votre recommandation? Va étudier ceci ou cela, ou au contraire, il faut penser à de nouvelles manières de se construire. Oui. Alors, ce qui est très difficile, c'est que voilà, la thèse de ceux qui pensent que l'impact sur l'emploi sera faible, je vous en ai donné une partie tout à l'heure en me disant ils pensent que seuls les métiers entièrement automatisables seront remplacés, ce qui est faux. Tous les métiers peuvent être, ou quasiment tous peuvent être remplacés maintenant. Et deuxièmement, ils disent, et j'en viens à votre question, par ce détour, ils disent, mais de toute façon, Schumpeter a raison encore aujourd'hui, destruction créatrice, oui, des emplois sont détruits, mais d'autres seront créés. Voilà. Mais bien sûr qu'il y aura des créations d'emplois, mais les emplois créés, data scientists, les spécialistes des cyberattaques, mais
infinitésimaux à côté. Mais évidemment, si vous supprimez 300 millions d'emplois normaux, si je puis dire, pour en créer 30 000 de data scientists ou de spécialistes des cyberattaques, et même pas de programmateurs, de codeurs, puisqu'ils codent en Python aussi bien que n'importe quel spécialiste, ChatGPT. Et donc, le compte n'y est pas. Voilà, voyez. Donc, moi, ce que je défends, c'est qu'il va falloir rechercher le plus possible la complémentarité, et que pour les personnes qui seront remplacées par des IA, moi je propose un service civique pour les adultes. Je vous donne un exemple, mais je pourrais vous en donner 50. Et donc, je dirais c'est ce que je dis à mes filles, pour l'instant, tête, cœur, main, ça va quand même pour les 10 ans qui viennent. Voilà. 10 ans. Alors juste un petit mot rapide avant la conclusion de Luc, qui dure même pas une minute d'ailleurs. Comme vous l'avez vu, Luc, il a une vision franchement trop optimiste des avancées actuelles. Il parle au présent de trucs qui relève clairement du futur, même si c'est d'un futur potentiellement très proche. Mais bon, malgré quelques raccourcis et imprécisions, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé plutôt basé, le Luc. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Je vous laisse avec ces derniers mots. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça va quand même pour les 10 ans qui viennent, voilà. 10 ans soyons optimistes. Parce que le temps qu'on rachète les robots Optimus, ça mettra un peu de temps. Mais bon, en même temps, ces robots, ils coûtent quoi, 15-20 000 $. Ils sont... c'est un marché plus grand que celui de l'automobile. Mais évidemment. Parce que Elon Musk prévoit d'en créer des millions dès l'année prochaine. Ouais, mais des millions, pas des milliers. Voilà. Et ces robots, ils travaillent H24, ils font pas grève, il n'y a pas d'arrêt de travail, ils sont pas à la CGT, ils emmerdent personne. Imaginez ce que ça va faire. Lisez le livre de Bibot, le professeur Bibot. Ça s'appelle L'Odyssée de la médecine 2041. Il est professeur de cancérologie à Pompidou et lui-même dit que son métier est carbonisé. C'est pas moi qui le dis. S'il a l'honnêteté de reconnaître, de le dire. Ouais. Moi aussi, vous savez, moi aussi j'ai peur. Hein. J'ai beau être passionné par cette histoire, moi aussi, il m'arrive. Et d'ailleurs, mes amis, même qui sont des geeks absolus, on a tous peur un peu. Ouais.